En 1944, un bombardement a détruit la seule preuve du prédateur le plus grand qui ait jamais marché sur la Terre. Pendant des décennies, ce n'était qu'une histoire de fantôme, mais récemment, nous l'avons retrouvé. Et écoutez ceci, il était encore plus étrange que nous ne le pensions. Non seulement il marchait, il nageait. C'est l'histoire du Spinosaurus et de 7 autres horreurs absolues. Depuis le lézard faux de Mongolie jusqu'au taureau de Patagonie, nous décomposons les statistiques, les chasses et la biologie terrifiante des 8 dinosaures les plus effrayants de l'histoire. Attachez vos ceintures. Dents, voiles et écailles, le cauchemar africain. L'année est 1912. L'emplacement est l'oasis de Baharia dans l'ouest de l'Égypte. La chaleur est insupportable, dépassant facilement les 100 degrés Fahrenheit. Ici, un paléontologue allemand nommé Ernst Stromer est sur le point de faire une découverte qui hantera la communauté scientifique pendant le siècle suivant. Il trouve des os, mais pas n'importe quels os. Ces fossiles appartiennent à une créature qui défie la logique. Seule la colonne vertébrale a des épines neurales qui mesurent presque 6 pieds de haut. La mâchoire n'est pas carrée comme celle d'un tyrannosaure. Elle est longue, étroite et remplie de dents coniques. Stromer le nomme Spinosaurus aegyptiacus. Mais c'est ici que l'histoire prend un tour sombre. Stromer ramène ses fossiles à Munich, Allemagne. Il les expose dans la collection d'État bavaroise de paléontologie. Pendant des décennies, cette créature est une célébrité. Elle est officiellement reconnue comme un théropode massif, potentiellement plus grand que tout carnivore trouvé en Amérique du Nord. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. En avril 1944, la Royal Air Force a lancé un bombardement massif sur Munich. Stromer avait supplié le directeur du musée de déplacer les fossiles vers une mine de sel sûre, mais le directeur a refusé. Le musée a reçu un impact direct. L'holotype, le spécimen original et définissant du Spinosaurus, a été incinéré. Il est devenu poussière. Pendant plus de 50 ans, le Spinosaurus fut un fantôme. Il existait seulement dans les vieux dessins de Stromer et dans des photographies floues en noir et blanc. C'était le géant perdu. Tout le monde est obsédé par le T-Rex, mais le mystère du Spinosaurus rendait les paléontologues fous. Était-il bipède? Marchait-il à 4 pattes? Sans les os, personne ne le savait. Avançons jusqu'au siècle XXI et le jeu changea complètement. En 2008, un chasseur de fossiles local dans les lits de Kemkem au Maroc a trouvé une boîte d'os. Finalement, ces fragments sont arrivés à Nizar Ibrahim, un paléontologue qui a reconnu la texture minérale rougeâtre distinctive. Il a réalisé que ce n'était pas juste des fragments aléatoires, c'était des parties du fantôme. Ibrahim et son équipe sont retournés sur le site en 2013 et ont découvert le squelette de Spinosaurus le plus complet depuis 1915. Et écoutez ceci, les données de ces os ont détruit toutes les théories que nous avions. L'animal était massif. Nous parlons d'une créature qui s'étendait de 50 à 60 pieds de long. C'est presque 20 pieds plus long que le T-Rex moyen. En termes de poids, les estimations le placent entre 7 et 20 tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est le poids de 3 grands éléphants africains combinés. Au-delà de la taille pure, nous devons regarder la biologie. La reconstruction de 2014 a révélé que le Spinosaurus avait des pattes arrière courtes. Cela n'avait pas de sens pour un prédateur terrestre. Un animal de 60 pieds avec des pattes courtes serait maladroit sur Terre. Il ne pourrait pas poursuivre ses proies. La communauté scientifique était divisée. Était-ce une erreur? Puis, en 2020, une autre bombe est tombée lorsque l'équipe a trouvé la queue. Ce n'était pas une queue rigide et équilibrante comme on en voit chez un raptor. Elle était haute, plate et flexible. Elle ressemblait exactement à une pagaie. Soudain, tout s'emboîta. Le Spinosaurus ne marchait pas dans la forêt. Il nageait. Ce fut le premier dinosaure semi-aquatique connu. Imaginez un crocodile de 15 tonnes avec l'intelligence d'un théropode. Regardons le matériel. Le crâne du Spinosaurus grandissait jusqu'à 6 pieds de long. Le museau était rempli de capteurs de pression appelés foramen. Les crocodiles modernes les ont aussi. Ils les utilisent pour détecter les vibrations dans l'eau. Même avec une visibilité zéro, dans des rivières troubles et boueuses, le Spinosaurus pouvait sentir un poisson nageant près de son nez. Et les dents? Ce n'étaient pas des couteaux dentelés pour couper des steaks, c'étaient des cônes imbriqués. Quand le Spinosaurus mordait, les dents formaient une cage. Rien n'échappait. L'environnement dans lequel il vivait, connu sous le nom de groupe Kemkem, date de la période Crétacée, il y a environ 45 à 100 millions d'années.
Les paléontologues appellent cet endroit la rivière des géants, ou l'endroit le plus dangereux de l'histoire de la planète Terre. Pourquoi? Parce que le ratio prédateur-proie était complètement déséquilibré. Généralement, un écosystème a beaucoup d'herbivores et quelques prédateurs. Dans le Kemkem, c'était l'opposé. Vous aviez le Spinosaurus, le Carcharodontosaurus, des crocodiles massifs comme le Sarcosuchus et des ptérosaures avec des envergures de 20 pieds. Le Spinosaurus dominait l'eau. Ses os étaient denses, une condition appelée ostéosclérose. Cela agissait comme une ceinture de plongée, permettant à l'animal massif de couler et de s'immerger sans effort. Sans doute, son arme principale était ses bras. La plupart des théropodes géants ont de petits bras inutiles. Pas ce type. Le Spinosaurus avait des membres antérieurs massifs équipés de griffes courbes qui pouvaient déchirer la chair comme du papier mouillé. Imaginez ce scénario. Il y a 97 millions d'années. Vous êtes un Onchopristis de 20 pieds, un poisson-scie préhistorique avec des épines barbelées sur le visage. Vous nagez dans le canal profond. Vous ne voyez rien, mais l'eau autour de vous bouge. Au-dessus, l'énorme voile dorsal du Spinosaurus fend la surface, absorbant la chaleur du soleil africain. Le prédateur plonge. Il n'a pas besoin de vous voir. Il sent l'onde de pression de votre queue. En une fraction de seconde, le long museau se referme sur le côté. Les dents coniques percent vos écailles. Vous vous débattez, mais la prise est absolue. Puis, les griffes arrivent. Fin du jeu. Cependant, ce n'est pas si simple, car le Spinosaurus n'était pas invincible. La rivière des géants était sujette à des sécheresses sévères. Alors que les niveaux d'eau baissaient, le Spinosaurus était forcé sur terre. Ici, il était vulnérable. Ses pattes courtes le rendaient lent. S'il rencontrait un Carcharodontosaurus, un chasseur terrestre spécialisé, le Spinosaurus était en difficulté. Les fossiles montrent des preuves de ces affrontements. Nous avons trouvé des épines neurales de Spinosaurus avec des marques de morsure qui correspondent aux dents d'autres théropodes géants. Il semble que lorsque les rivières s'asséchaient, les rois de l'eau étaient souvent chassés par les rois de la terre. L'extinction de cette bête n'a pas été causée par une météorite, du moins pas initialement. C'était le changement climatique. Il y a environ 93 millions d'années, les niveaux de la mer ont monté et descendu drastiquement, détruisant les mangroves et les systèmes fluviaux d'Afrique du Nord. Le Spinosaurus était un spécialiste. Il avait besoin d'eau profonde et de gros poissons. Quand l'habitat a disparu, le monstre a disparu avec lui. Alors, voici l'affaire. Le Spinosaurus occupe la première place sur notre liste non seulement par sa taille, mais parce qu'il a conquis un domaine qu'aucun autre dinosaure n'a osé toucher. Il a démontré que les dinosaures n'étaient pas seulement des animaux terrestres, c'étaient des monstres amphibies qui pouvaient vous entraîner dans les profondeurs. Si le Spinosaurus est le roi de l'eau, notre prochaine entrée est le seigneur de l'étrange. Nous voyageons en Mongolie à la formation Nemegt. L'époque est il y a environ 70 millions d'années, Crétacé tardif. En 1948, une expédition conjointe soviéto-mongole a découvert d'énormes griffes en forme de faux dans le désert de Gobi. Elles étaient massives, de plus de 3 pieds de long. Au début, les scientifiques étaient perplexes. Ils pensaient avoir trouvé les côtes d'une tortue géante. Ils l'ont littéralement nommé Therizinosaurus cheloniformis, ce qui signifie lézard faux forme de tortue. Fondamentalement, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils voyaient. Ce n'est que des décennies plus tard que nous avons réalisé que ce n'étaient pas des côtes, c'étaient des doigts. Laissez cela s'assimiler. Les griffes sur les mains du Therizinosaurus étaient plus longues qu'un bras humain. Ce sont les griffes les plus longues de l'histoire du règne animal. Pendant des années, les gens ont supposé que cet animal était un prédateur. Je veux dire, regardez ses mains. Elles semblent conçues pour éviscérer tout ce qui bouge. Mais la biologie est pleine de surprises. Le Therizinosaurus était un théropode, de la même famille que le T-Rex et le Vélociraptor. Mais à un moment donné de la lignée évolutive, ce type est devenu végétalien. Il mesurait environ 30 à 33 pieds de haut et pesait environ 5 tonnes. C'était un géant ventru et lourd. Et contrairement aux monstres écailleux de Jurassic Park, il est probable que cette chose était couverte de plumes. Imaginez un poulet de 5 tonnes avec des griffes d'Edward Scissorhands. Mais ne laissez pas l'étiquette herbivore vous tromper. C'est l'un des animaux les plus effrayants qui ait jamais existé. Pourquoi ? À cause de la façon dont il utilisait ses griffes.
La plupart des herbivores dépendent d'une armure ou de troupeaux pour se protéger. Le Therizinosaurus dépendait de l'intimidation pure et de la force brute. Ses faux de 3 pieds étaient faites d'os enveloppés de kératine. Elles n'étaient pas très courbes comme la griffe d'un chat. Elles étaient plus droites et plates. Bien qu'elles soient principalement utilisées pour tirer des branches hautes des arbres, elles étaient aussi des armes défensives dévastatrices. Le némésis du Therizinosaurus était le Tarbosaurus, un cousin asiatique du T-Rex. Nous devons regarder la biomécanique ici. Le Therizinosaurus n'était pas rapide, il ne pouvait pas échapper à un Tarbosaurus, donc il devait tenir bon. Quand un prédateur attaquait, le Therizinosaurus se dressait sur ses pattes arrière, atteignant une hauteur terrifiante. Puis, il donnait un coup. Un seul coup de ses griffes ne ferait pas que griffer. Il percerait des organes vitaux. Si un prédateur s'approchait trop, ses griffes pouvaient facilement percer un poumon, couper une artère ou aveugler un attaquant. C'était une zone morte biologique devant cet animal. Des études récentes sur la contrainte osseuse des griffes du Therizinosaurus suggèrent qu'elles étaient fragiles sous torsion, mais incroyablement fortes sous tension. Cela soutient l'idée qu'elles n'étaient pas utilisées pour creuser ou saisir des proies qui luttaient, mais pour ratisser la végétation et ratisser les visages des ennemis. La pure absurdité de cet animal est ce qui le place sur cette liste. Cela montre que la nature ne se soucie pas d'avoir l'air cool, elle se soucie de la survie. Mais la partie la plus folle est que nous n'avons toujours pas un squelette à 100% complet. Le crâne reste partiellement un mystère, bien que nous supposions qu'il avait un bec et de petites dents en forme de feuilles. Il a disparu pendant l'événement d'extinction KPG, il y a 66 millions d'années. Mais pendant des millions d'années, il a parcouru les forêts d'Asie, un géant doux portant 6 épées dans ses mains. Maintenant, nous devons aborder un mensonge d'Hollywood. Tout le monde connaît le Dilophosaurus des films. C'est ce petit dinosaure mignon qui déploie une collerette, crache du venin et mange le programmeur d'ordinateur. Oui, à propos de cela, oubliez tout ce que vous avez vu. Le vrai Dilophosaurus wetherilli n'était rien de tel. Premièrement, il n'était pas petit. Il mesurait environ 20 à 23 pieds de long et pesait environ 1000 livres. C'était le prédateur apex du Jurassique précoce, il y a environ 193 millions d'années. Il n'avait pas de collerette autour du cou, il ne crachait pas de venin, il n'en avait pas besoin. Découvert en 1942 dans le nord de l'Arizona, ce dinosaure est défini par les 2 crêtes osseuses et minces sur le dessus de sa tête. Nous ne sommes toujours pas sûrs à 100% de leur utilité. Elles étaient trop fragiles pour être utilisées comme armes. Le plus probable est qu'elles servaient à la parade, des panneaux d'affichage colorés pour attirer des partenaires ou intimider des rivaux. Mais la partie effrayante du Dilophosaurus est ses mâchoires. Dans le passé, les paléontologues pensaient que le Dilophosaurus avait une morsure faible à cause d'une encoche dans sa mâchoire supérieure, juste entre le prémaxillaire et le maxillaire. Ils pensaient que c'était un charognard, mais une étude exhaustive en 2020 a réexaminé les fossiles et a trouvé quelque chose de perturbant. Les mâchoires étaient en réalité actionnées par des muscles massifs. Cette encoche n'était pas un point faible, c'était un mécanisme pour aider à saisir la proie. Le Dilophosaurus ne chassait pas comme un T-Rex, écrasant les os. Il chassait comme un chirurgien. Ses dents étaient extrêmement longues et minces. Elles étaient conçues pour couper profondément dans les tissus mous. Il vivait dans un monde avant les vrais géants. Sa proie principale était le Sarasaurus, un dinosaure primitif à long cou. Le Dilophosaurus embusquait probablement sa proie, utilisant sa vitesse, estimée à environ 20 à 25 miles par heure, pour combler l'écart. Une fois le contact établi, il n'écrasait pas le cou. Il coupait. Il infligeait de multiples blessures par morsure, causant une perte de sang massive, puis attendait que la victime s'affaiblisse. L'environnement du Jurassique précoce de l'Arizona était une oasis dans un désert de dunes de sable. C'était un monde dur. Le Dilophosaurus fut le premier grand dinosaure carnivore en Amérique du Nord. Il a établi le modèle pour toutes les terreurs qui ont suivi. Et cela nous amène au point suivant. Le Dilophosaurus nous montre que vous n'avez pas besoin de taille pour être effrayant. Vous avez besoin de précision. Cet animal a régné sur son écosystème pendant des millions d'années sans concurrence. Mais la nature ne faisait que s'échauffer. Les prédateurs étaient sur le point de devenir plus rapides, plus forts et beaucoup plus laids. 37 000 par heure, vous ne pouvez pas courir plus vite que lui. Si le Therizinosaurus est le plus étrange, le Carnotaurus est le plus démoniaque d'apparence.
Son nom complet est Carnotaurus sastrei, qui se traduit par taureau mangeur de viande. Pourquoi? Parce que c'est le seul carnivore connu avec 2 cornes de diable distinctes qui dépassent de son front. Découvert en 1984 dans la province de Chubut, Argentine, le Carnotaurus date du Crétacé tardif, il y a environ 72 millions d'années. Cette chose était une voiture de sport biologique. Il mesurait environ 25 à 30 pieds de long et pesait approximativement 1,5 à 2 tonnes. Comparé à un T-Rex, il est léger. Mais cette légèreté était son super pouvoir. Les modèles biomécaniques suggèrent que le Carnotaurus fut l'un des grands théropodes les plus rapides qui aient jamais existé. D'énormes muscles caudofémoraux étaient ancrés à sa queue. Ces muscles étaient massifs. Il suggère que le Carnotaurus pouvait courir à des vitesses allant jusqu'à 30 ou même 35 miles par heure. Imaginez un taureau de 2 tonnes chargeant vers vous à 35 miles par heure. Mais voici le problème avec le Carnotaurus. Il avait les bras les plus pathétiques de l'histoire des dinosaures, encore plus petits que ceux du T-Rex. Les bras étaient vestigiaux, ce qui signifie qu'ils avaient perdu toute fonction. Les doigts étaient fusionnés et immobiles. Ils pendaient simplement là. Donc, le Carnotaurus était toute bouche. Son crâne était très court et profond, presque comme un bulldog. La mâchoire était construite pour un type spécifique de violence. Il pouvait ouvrir sa bouche incroyablement large. La mâchoire inférieure était structurée pour se fermer extrêmement rapidement. Il n'avait pas le pouvoir d'écraser les os d'un tyrannosaure. Au lieu de cela, il utilisait probablement un mouvement de hache. Il courait à côté de la proie, frappait avec sa bouche ouverte la victime comme une hache et tirait vers l'arrière. Les cornes? Probablement pas utilisées pour encorner des ennemis. Elles étaient plates sur le dessus. Les théories suggèrent qu'elles étaient utilisées pour des coups de poussée avec d'autres Carnotaurus pendant la saison des amours, ou peut-être pour protéger les yeux tout en poussant à travers des broussailles denses. Mais ce qui rend le Carnotaurus vraiment effrayant, c'est la peau. Nous avons en fait des empreintes de peau pour ce dinosaure. Nous savons exactement à quoi il ressemblait. Il n'avait pas de plumes. Il était couvert d'une mosaïque de petites écailles, avec des rangées d'ostéodermes plus grands et bosselés qui parcourèrent son corps. Il semblait blindé. Il vivait dans les plaines ouvertes d'Amérique du Sud, chassant des sauropodes et des ornithopodes plus petits. C'était un prédateur de poursuite. Il ne se cachait pas dans les buissons. Il courait après les choses. Le Carnotaurus représente le sommet de l'évolution de la vitesse chez les grands prédateurs. Il a sacrifié la fonction des bras et la force de morsure pour la vitesse pure. Aux Jeux olympiques préhistoriques, c'était le sprinter contre lequel vous ne vouliez pas concourir. Mais pendant que le Carnotaurus dominait la vitesse en Amérique du Sud, quelque chose de beaucoup plus grand évoluait dans le nord de l'Afrique. Quelque chose qui défierait le T-Rex pour le titre de roi. Le Carnotaurus était rapide, mais le prochain monstre sur notre liste a échangé la vitesse contre des dents de la taille de couteau à viande. Nous venons de parler du Spinosaurus régnant sur les rivières du nord de l'Afrique. Mais voici le problème. La terre n'était pas vide. Pendant que le Spinosaurus patrouillait l'eau, les forêts et plaines de la région de Kemkem étaient dominées par un autre titan. C'est le Carcharodontosaurus saharicus. Le nom se traduit littéralement par lézard dents de requin. Et ce n'est pas une exagération. Premièrement, regardons la chronologie. Nous sommes de retour au Crétacé moyen. Il y a environ 100 à 93 millions d'années. C'était un monde de cerfs. Les niveaux de la mer étaient élevés. Le nord de l'Afrique était un système tropical luxuriant de deltas et de mangroves. Le Carcharodontosaurus était le prédateur apex de la terre sèche. En termes de taille pure, cet animal était une unité absolue. Nous parlons d'une longueur de 40 à 45 pieds et d'un poids estimé entre 6 et 15 tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est peut-être plus grand que le fameux Tyrannosaurus rex. Mais la partie la plus effrayante n'était pas sa taille. C'était le matériel à l'intérieur de sa bouche. Le T-Rex avait des dents de banane, épaisses, rondes et construites pour écraser les os. Le Carcharodontosaurus a pris une route différente. Ses dents étaient plates, incurvées et dentelées sur les deux bords, exactement comme un grand requin blanc. Certaines de ses dents mesuraient jusqu'à 8 pouces de long. Ce n'étaient pas des outils pour écraser, c'étaient des outils pour trancher. Quand un Carcharodontosaurus attaquait, il ne mordait pas et ne tenait pas. Il utilisait une stratégie appelée frapper et courir. Il courait vers un sauropode, comme le massif Paralititane, donnait une morsure massive et tranchante qui coupait les artères et les muscles, puis reculait.
La proie ne mourait pas instantanément. Elle saignait à mort. L'histoire de ce dinosaure est aussi tragique que celle du Spinosaurus. Les premiers fossiles ont été trouvés en 1924 par les paléontologues français Charles de Perret et Justin Savornin en Algérie. Ils ont trouvé 2 dents. Plus tard, dans les années 1930, Ernst Stromer a trouvé un crâne partiel et un squelette en Égypte. Et tout comme le Spinosaurus, ses os ont été détruits dans le bombardement de Munich de 1944. Pendant 50 ans, le lézard dent de requin était un mythe. Nous savions qu'il existait, mais nous n'avions rien à étudier. Puis, en 1995, tout a changé. Le paléontologue américain Paul Sereno a mené une expédition dans les lits de Kemkem au Maroc. Sur une pente raide près du bord d'une falaise, son équipe a trouvé un crâne. Ce n'était pas juste un fragment. Il était presque complet. Le crâne mesurait 5,2 pieds de longueur. Il était énorme. Cette découverte, connue sous le nom de néotype, a redonné vie au monstre. L'analyse du crâne a révélé quelque chose d'effrayant sur son cerveau. Les tomodensitométries ont montré que le Carcharodontosaurus avait une forme cérébrale similaire à celle des crocodiles modernes, mais avec des bulbes olfactifs massifs. Ce sont les parties du cerveau responsables de l'odorat. Alors, voici l'affaire. Il est probable que cet animal pouvait sentir une carcasse ou un troupeau d'herbivores à des kilomètres de distance. C'était une machine de traçage biologique, mais il avait aussi une faiblesse. Sa vision binoculaire était pauvre. Contrairement au T-Rex, qui avait des yeux orientés vers l'avant pour la perception de la profondeur, le Carcharodontosaurus avait des yeux sur les côtés de la tête. Cela suggère qu'il était un prédateur d'embuscade plutôt qu'un chasseur de poursuites complexes. Il devait se rapprocher avant de lancer une attaque. L'environnement dans lequel il vivait était un autocuiseur d'évolution. Nous l'appelons l'énigme de Stromer. Les archives fossiles en Afrique du Nord montrent trop de grands prédateurs et pas assez d'herbivores pour les soutenir. Comment survivait-il sans mourir de faim? La réponse réside dans la partition de niches. Le Spinosaurus prenait les poissons dans la rivière. Le Carcharodontosaurus prenait les sauropodes sur les rives. Ils se croisaient rarement, mais quand ils le faisaient, c'était un choc de titans. Nous avons trouvé des marques de dents de Carcharodontosaurus sur des os qui ne devraient pas en avoir, ce qui suggère qu'ils étaient aussi des charognards opportunistes. Un autre énorme facteur surprise est l'ingénierie du crâne. Le crâne du Carcharodontosaurus était plus étroit et plus léger que celui d'un T-Rex. Il avait de grandes ouvertures appelées fenêtres pour réduire le poids. Cela implique que l'animal pouvait bouger sa tête extrêmement vite. Il pouvait tourner à gauche et à droite avec une vitesse terrifiante, parfait pour attraper des proies plus petites et agiles comme l'Uranosaurus. L'extinction de cette bête coïncide avec l'événement de la limite cénomanien-turonien il y a environ 93 millions d'années. Les océans ont monté, coupant les ponts terrestres. Le climat a changé. Les sauropodes géants ont disparu de la région, et 100 millions de calories pour soutenir son corps de 10 tonnes, le Carcharodontosaurus s'est éteint par famine. Mais pendant 7 millions d'années, il a été le souverain terrestre de l'Afrique. Il a démontré que vous n'avez pas besoin d'écraser les os pour être le roi. Vous avez juste besoin de vous assurer que vos victimes ne cessent jamais de saigner. Maintenant, nous quittons la chaleur brûlante de l'Afrique et nous nous dirigeons vers un endroit où vous ne vous attendriez pas à trouver un cauchemar de dinosaures. Serait Angleterre. L'année est 1983. Un plombier et chasseur de fossiles amateur nommé William Walker explore une fosse d'argile près d'Oakley. Il voit une roche qui semble inhabituelle. Il la frappe avec un marteau. La roche se fend et à l'intérieur il trouve une griffe. Mais ce n'était pas une griffe normale. Elle était énorme. Elle mesurait plus de 12 pouces le long de la courbe. Walker venait de découvrir Baryonyx walkeri. Le nom signifie littéralement « griffe lourde ». Cette découverte fut un énorme événement. Avant cela, la plupart des gens pensaient que les dinosaures carnivores étaient tous construits comme le T-Rex, de grosses têtes, de petits bras. Le Baryonyx a détruit cette image. Il a vécu pendant le Crétacé précoce, il y a environ 125 millions d'années. Avec environ 33 pieds de long et un poids d'environ 2 tonnes, ce n'était pas le plus grand dinosaure de notre liste, mais c'était sans doute l'un des plus spécialisés. Regardons l'anatomie étrange. Le crâne du Baryonyx est long, bas et étroit. Il ressemble presque exactement au crâne d'un gavial moderne. Le museau a une forme très spécifique, une rosette à l'extrémité.
Cela signifie que l'extrémité de la mâchoire s'élargit en un cercle bulbeux, rempli de dents longues et incurvées. Pourquoi? Pour saisir des proies glissantes. Mais la partie folle est ce que nous avons trouvé à l'intérieur du squelette. Généralement, nous devons deviner ce que mangeaient les dinosaures. Nous regardons les dents et faisons des suppositions. Avec le baryonyx, nous n'avons pas à deviner. Dans la région de l'estomac du spécimen holotype, les paléontologues ont trouvé des écailles et des dents érodées par l'acide d'un poisson appelé Shensia. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi trouvé les os digérés d'un jeune iguanodon. Fondamentalement, le baryonyx était un généraliste. Il adorait les poissons, mais s'il voyait un bébé dinosaure, il n'hésitait pas à le manger. Alors, comment chassait-il? Imaginez un ours brun au Crétacé. Le baryonyx se tenait probablement sur les rives de rivières peu profondes ou pataugeait dans l'eau. Il attendait, parfaitement immobile. Ses yeux étaient positionnés légèrement plus haut sur le crâne, lui permettant de voir au-dessus de la ligne d'eau tandis que le museau était submergé. Quand un poisson nageait à proximité, il utilisait ses énormes griffes de pouce de 12 pouces. Ces griffes étaient sur le premier doigt de la main. Elles étaient incurvées comme des crochets à viande. Le baryonyx balayait son bras à travers l'eau, empalant le poisson avec la griffe, puis le lançait dans ses mâchoires de crocodile. Ce fut un changement majeur dans notre compréhension. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient que les dinosaures étaient strictement des animaux terrestres qui craignaient l'eau profonde. Le baryonyx a démontré que les théropodes exploitaient les environnements aquatiques bien plus tôt que nous ne le pensions. Les bras du baryonyx étaient incroyablement robustes. Contrairement aux bras inutiles du Carnotaurus, ses membres étaient actionnés par d'énormes muscles deltoïdes. Ils pouvaient soulever des charges lourdes. Si un prédateur plus petit essayait de voler sa capture, une gifle de revers d'un baryonyx briserait probablement des côtes. L'environnement de l'Angleterre d'il y a 125 millions d'années était une zone humide subtropicale, remplie de lagunes et de rivières sinueuses. On l'appelait le groupe Wilden. C'était un monde humide et détrempé. Et écoutez ceci, ce n'était pas seulement le baryonyx. Cette famille de dinosaures, appelée Spinosaurides, est devenue mondiale. Nous trouvons des parents au Brésil, au Laos et même en Australie. Ce fut une histoire de succès mondial. Mais le baryonyx est spécial, car c'est le squelette de spinosaure le plus complet jamais trouvé. Il nous a donné la pierre de Rosette pour comprendre toute cette famille de créatures bizarres. Le facteur de terreur ici n'est pas d'être poursuivi par un monstre courant à 30 miles par heure. C'est à propos du silence. Le baryonyx était un chasseur patient. Il attendait dans les roseaux. Vous ne l'entendriez pas venir avant que cette énorme griffe ne s'accroche déjà à vous. Cependant, ce n'est pas si simple. Le baryonyx avait des ennemis. Les mêmes formations rocheuses contiennent les os de Neovenator, un carnivore générique apparenté au Carcharodontosaurus. Si un baryonyx était attrapé sur terre sèche, loin de la sécurité de l'eau, il était vulnérable. Son long museau était fragile contre la morsure écrasante d'autres théropodes. Donc, la survie était un acte d'équilibre. Rester près de l'eau, manger les poissons et utiliser les griffes pour garder les monstres terrestres à distance. Plus grand, pire et ensemble. Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un dinosaure carnivore de 40 pieds? Simple. 7 d'entre eux travaillant ensemble. Bienvenue à la formation Wincul en Argentine. L'époque est le Crétacé tardif, il y a environ 95 millions d'années. En 1997, la carrière chaotique Roseae a produit une découverte qui a déconcerté tout le monde. Les paléontologues, dirigés par Rodolfo Coria et Philippe Curie, n'ont pas trouvé qu'un seul squelette. Ils ont trouvé un lit d'os. Enterrés ensemble se trouvaient les restes d'au moins 7 individus d'une nouvelle espèce. Ils allaient de jeunes adolescents à des adultes massifs. Ils l'ont nommé Mapusaurus roseae. Mapu vient du mot mapuche pour terre. L'individu le plus grand était énorme, environ 40 pieds de long et pesait environ 7 à 8 tonnes. C'était un Carcharodontosauridae, un proche cousin du Giganotosaurus. Mais la partie folle est le contexte. Pourquoi 7 prédateurs apex étaient-ils enterrés dans le même trou? Généralement, les grands prédateurs sont solitaires. Ils sont territoriaux. Si un tigre voit un autre tigre, ils se battent. Ils ne traînent pas ensemble. Mais les preuves du Mapusaurus suggèrent un comportement grégaire. C'est le terme scientifique pour la chasse en meute. Pourquoi un monstre de 40 pieds aurait-il besoin d'amis? À cause de ce qu'il mangeait. Vivant exactement au même endroit, exactement au même moment, se trouvait l'Argentinosaurus.
C'était, sans aucun doute, l'animal terrestre le plus grand qui ait jamais existé. Nous parlons d'un herbivore qui mesurait 115 pieds de long et pesait jusqu'à 100 tonnes. Un seul Mapusaurus, même de 8 tonnes, n'avait aucune chance contre un Argentinosaurus de 100 tonnes. Un coup de queue liquéfierait le squelette du prédateur. Mais une meute, cela change les mathématiques. Alors, voici l'affaire. C'est probablement ainsi que l'horreur se déroulait. La meute isolerait un Argentinosaurus malade ou jeune. Ils n'attaqueraient pas les jambes, c'est une erreur fatale. Au lieu de cela, ils utilisaient une stratégie appelée pâturage de chair. Les dents du Mapusaurus étaient comme des lames, similaires à celles du Carcharodontosaurus, mais légèrement plus épaisses. La meute se ruait, arrachait d'énormes morceaux de chair des flancs du géant, puis reculait. Ils n'avaient pas besoin de l'abattre immédiatement, ils avaient juste besoin de l'épuiser. Ils transformèrent l'animal le plus grand de la Terre en un buffet ambulant. C'est un niveau de coordination que nous voyons rarement chez les reptiles. Cela implique une structure sociale. Avait-il un alpha? Partageait-il la nourriture? Nous ne le savons pas avec certitude, mais le lit d'os suggère fortement qu'ils vivaient et mouraient ensemble. Regardons l'anatomie. Le crâne du Mapusaurus était profond mais léger. Il avait des crêtes rugueuses et grossières au-dessus des yeux, peut-être pour l'exhibition. Mais la caractéristique la plus importante était le fémur. Il était robuste. Ces animaux étaient construits pour l'endurance. Ils devaient tous suivre des troupeaux de titanosaures pendant des jours, attendant une ouverture. La découverte a pris 5 ans à excaver. Ils ont dû utiliser des marteaux pneumatiques pour traverser le grès dur. Mais l'effort en valait la peine. Le Mapusaurus a remodelé notre compréhension de la dynamique des prédateurs. Avant cela, la théorie de la meute de loups s'appliquait principalement aux petits raptors comme le Deinonychus. L'appliquer à des géants de 8 tonnes est terrifiant. Imaginez le sol qui tremble. Vous vous cachez. Vous voyez une tête massive apparaître entre les arbres. Vous pensez « D'accord, si je reste immobile, il passera. » Puis vous regardez à votre gauche. Il y en a un autre, et encore un autre. Le Mapusaurus démontre que dans la course aux armements du Crétacé, la taille ne suffisait pas. Alors que les herbivores devenaient impossibles à abattre seuls, les prédateurs ont évolué vers la société. Ils ont assemblé la coopération, et cela est vraiment effrayant. Nous sommes arrivés au poids lourd. Pendant un siècle, le Tyrannosaurus rex fut le roi incontesté. C'était l'étalon or. Mais en 1993, un mécanicien automobile nommé Ruben Carolini conduisait un buggy de dunes dans les Badlands de la province de Neuquén, Argentine. Il a vu un tibia sortant du sol. Il a appelé les paléontologues. Ce qu'ils ont sorti de la roche a envoyé des ondes de choc à travers le monde scientifique. Ils l'ont nommé Giganotosaurus carolinii, le lézard géant du Sud. Quand ils ont mesuré les os, les chiffres ne semblaient pas réels. Le fémur était légèrement plus long que le plus grand fémur de T-Rex connu à l'époque. Le crâne était massif, estimé à près de 6 pieds de long. Les estimations de taille plaçaient le Giganotosaurus entre 43 et 47 pieds de long et pesant jusqu'à 14 tonnes. Fondamentalement, il a défié le T-Rex pour le titre de dinosaure carnivore le plus grand. Mais la taille n'est pas tout. C'est comment il était construit. Le Giganotosaurus était une machine de chasse mince et létale. Alors que le T-Rex était volumineux et en tonneau, le Giganotosaurus était plus élancé et agile. Son crâne était du matériel de cauchemar. Il était long et en forme de boîte, s'effilant vers le museau. Mais contrairement au T-Rex, qui avait des dents comme des pics de chemin de fer, le Giganotosaurus a maintenu la tradition familiale des Carcharodontosauridae, des lames plates et dentelées. Sa force de morsure était plus faible que celle d'un T-Rex, mais il n'avait pas besoin d'écraser. Il tranchait. Et écoutez ceci. La boîte crânienne était minuscule. Le cerveau d'un Giganotosaurus avait la taille d'une banane. C'était environ la moitié de la taille du cerveau d'un T-Rex. Cela suggère qu'il n'était pas aussi intelligent. Il fonctionnait par pur instinct. Mais ce qui lui manquait en QI, il le compensait en thermorégulation. Les études biomécaniques suggèrent que le Giganotosaurus était homéotherme. Il avait un métabolisme élevé. Cela signifie qu'il grandissait vite. Un jeune Giganotosaurus explosait en taille, atteignant l'âge adulte rapidement pour éviter d'être mangé. Il a vécu il y a environ 99 à 97 millions d'années. Il était contemporain du Mapusaurus et chassait les ancêtres de l'Argentinosaurus, comme l'Andesaurus.
L'un des facteurs surprises les plus intenses est le menton. La partie avant de la mâchoire inférieure avait une crête verticale. C'est unique. Nous pensons que cela aidait à ancrer des muscles massifs pour maintenir la mâchoire stable quand il arrachait 50 livres de chair d'un sauropode vivant. Le Giganotosaurus représente le pic absolu de la lignée des Carcharodontosauridae. Après cela, cette famille spécifique de dinosaures a commencé à décliner, étant finalement remplacée par les Abelisauridae et plus tard par les Tyrannosauridae dans le nord. Mais pendant quelques millions d'années en Amérique du Sud, rien, absolument rien, n'était en sécurité. Si vous vous teniez à côté d'un Giganotosaurus, son genou serait au-dessus de votre tête. Vous ne seriez même pas une collation, vous seriez un cure-dent. Alors, pourquoi est-il si effrayant ? Parce qu'il montre que la nature peut créer des monstres de cette échelle plusieurs fois. Le T-Rex n'était pas un accident. Le Giganotosaurus démontre que lorsque les conditions sont réunies, l'évolution poussera les limites de la biologie pour créer le chasseur ultime. Tout le monde est obsédé par les vélociraptors à cause de Jurassic Park. Mais voici le problème. Le film vous a menti. Les vrais vélociraptors avaient la taille de dinde. Ils étaient couverts de plumes et pesaient environ 30 livres. Si vous en donniez un coup de pied, il volerait probablement. Mais il y avait un raptor qui correspondait à la description du film. En fait, il était encore plus grand. Bienvenue aux membres Yellow Cat de la formation Cedar Mountain dans l'Utah. L'époque est le Crétacé précoce, il y a environ 125 millions d'années. C'est la maison de l'Utahraptor Ostromaisi. Découvert en 1975, cet animal est le champion absolu poids lourd de la famille Dromaeosauridae. Parlons de statistiques. L'Utahraptor mesurait environ 18 à 23 pieds de long. Il pesait entre 1100 et 2200 livres. C'est la taille d'un grand ours polaire, mais contrairement à un ours, cette chose était construite pour l'agilité. La caractéristique définitive, sans aucun doute, était la griffe létale sur le deuxième orteil de chaque pied. Chez un vélociraptor régulier, cette griffe mesure environ 2 pouces de long. Chez l'Utahraptor, elle était massive. Nous parlons d'une griffe en forme de faux qui mesurait 9 à 15 pouces de longueur. Ce n'était pas juste un couteau, c'était un crochet à viande. Les études biomécaniques suggèrent que l'Utahraptor ne coupait pas avec cette griffe. Il perçait. Il immobilisait sa proie en utilisant son énorme poids corporel, enfonçait la griffe profondément dans la cavité thoracique ou la gorge, puis donnait des coups de pied. C'était un mécanisme précis et destructeur d'organes. Mais l'histoire d'horreur empire. En 2001, un étudiant diplômé nommé Matt Stribby a découvert un bloc massif de grès dans l'Utah. C'était un piège à prédateurs. À l'intérieur de ce bloc de roche de 9 tonnes, les paléontologues ont trouvé les restes d'une meute d'Utahraptor. Il y avait un adulte, 4 juvéniles et un bébé. Tous étaient enterrés ensemble dans des sables mouvants. Mais écoutez ceci, ils n'étaient pas seuls. Enterré avec eux se trouvait un herbivore appelé Iguanacolossus. Cela suggère une narration terrifiante. La meute chassait ensemble. Ils ont poursuivi l'herbivore dans les sables mouvants. L'herbivore s'est enlisé. Les raptors ont sauté dessus pour festoyer, mais se sont aussi enlisés. La boue les a tous engloutis. Ce bloc Stribby est l'une des découvertes fossiles les plus importantes de l'histoire, car il fournit des preuves solides que ces raptors géants étaient sociaux. Ils chassaient en famille. Imaginez une meute de lézards de la taille d'un ours polaire, coordonnés, intelligents et armés de faux de 15 pouces. L'Utahraptor était très musclé. Ses os de jambes étaient incroyablement épais, spécifiquement le tibia. Cela suggère qu'il n'était pas un coureur de longue distance comme un loup, mais un prédateur d'embuscade. Il se cachait dans les broussailles, attendait qu'un dinosaure blindé comme Gastonia passe, puis lançait une attaque à grande vitesse. En parlant de Gastonia, cet herbivore était un char d'assaut ambulant couvert de pointes. Le fait que Gastonia ait évolué une armure si extrême prouve à quel point l'Utahraptor était dangereux. C'était une course aux armements évolutifs. Une meilleure armure nécessitait une griffe plus grande. L'Utahraptor s'est éteint il y a environ 112 millions d'années, probablement à cause de changements climatiques qui ont altéré son habitat. Mais pendant 10 millions d'années, il a été le roi incontesté de l'Ouest américain. Il fait paraître les raptors du film comme des animaux de compagnie. Le bulldog du Sud. Maintenant, nous voyageons à l'île de Madagascar. Le Crétacé tardif, il y a environ 70 millions d'années. Les îles sont des endroits étranges pour l'évolution.
Les animaux ont tendance à devenir bizarres, et le prédateur apex ici était le plus bizarre de tous. Rencontrez le Majungasaurus crenatissimus. À première vue, il ressemble à un Abelisauridae standard. Il mesurait environ 20 à 23 pieds de long et avait de petits bras vestigiaux. Mais le Majungasaurus avait un sombre secret. Pendant des années, les paléontologues ont trouvé des os de Majungasaurus avec d'étranges marques de morsures. Les marques étaient dentelées et correspondaient aux dents d'un grand théropode. Ils ont vérifié les archives fossiles de Madagascar. Ils ont cherché le prédateur responsable. Mais voici le problème. Il n'y avait pas d'autres grands prédateurs. Le Majungasaurus était le seul. La conclusion était inévitable. Les marques de morsures ont été faites par d'autres Majungasaurus. Ce dinosaure était un cannibale. En 2007, une étude publiée dans Nature a confirmé cela. Ce n'était pas seulement du charognage de corps morts, non plus. L'espacement des marques de dents suggère une prédation active. En temps de sécheresse ou de pénurie alimentaire, ces prédateurs se retournaient les uns contre les autres. Imaginez la brutalité. Un écosystème si dur que le principal prédateur chasse sa propre espèce pour survivre. Anatomiquement, le Majungasaurus était un char d'assaut. Il avait une modification unique du crâne, un os nasal épaissi et fusionné et une corne en forme de dôme sur le dessus de la tête. Certains scientifiques théorisent que cela était utilisé pour des rituels de coups de tête, similaires aux moutons à grandes cornes modernes. Son corps était trapu et puissant, avec des pattes extrêmement courtes. Il n'était pas rapide, il n'avait pas besoin de l'être. Sa proie, les sauropodes à long cou comme le Rapetosaurus, était lent. Les mâchoires du Majungasaurus étaient également uniques. Elles avaient un mécanisme spécialisé pour mordre le cou. Les muscles du cou étaient massifs, lui permettant de saisir une victime qui se débattait pendant de longues périodes. C'était un prédateur mordre et tenir, contrairement aux tactiques trancher et courir du Carcharodontosaurus. Il souffrait aussi. Nous avons trouvé des os de Majungasaurus fusionnés avec de l'arthrite et infestés d'infections osseuses. La vie dans le Madagascar préhistorique était une lutte constante contre la maladie, la faim et votre propre voisin essayant de vous manger. Ce dinosaure représente le désespoir du Crétacé. Quand le monde commence à mourir, la moralité, ou quel que soit l'équivalent dinosaure, sort par la fenêtre. La survie est la seule règle. Parlons de la peur. Qu'est-ce qui est plus effrayant? Un monstre que vous pouvez voir ou un monstre qui vous regarde quand vous ne pouvez pas le voir? Entrez les Troodontidae, spécifiquement le genre autrefois connu sous le nom de Troodon. Nous sommes dans la formation Prince Creek de l'Alaska, il y a 69 millions d'années. Ce n'est pas un paradis tropical, c'est l'Arctique. Pendant l'hiver, le soleil ne se lève pas pendant des mois. C'est un monde de crépuscule perpétuel et de neige. La plupart des dinosaures ne pouvaient pas survivre ici, mais le Troodon prospérait. Pourquoi? À cause de ses yeux. Les orbites du Troodon étaient énormes par rapport à la taille de son crâne. Elles étaient orientées vers l'avant, lui donnant une vision binoculaire meilleure que celle d'un faucon moderne. Mais plus important, elles étaient adaptées à la faible lumière. C'était un chasseur nocturne. Pendant que les herbivores se blottissaient ensemble dans l'obscurité et le froid glacial, le Troodon était actif. Mais la partie la plus effrayante est le cerveau. Nous utilisons une métrique appelée quotient d'encéphalisation. Il mesure la taille du cerveau par rapport à la taille du corps. Le Troodon avait l'un des QE les plus élevés de tous les dinosaures. Il était intelligent, possiblement aussi intelligent qu'un opossum moderne ou un oiseau. Cela signifie qu'il pouvait résoudre des problèmes, il pouvait communiquer, il pouvait tendre des pièges. En Alaska, le Troodon grandissait plus que ses cousins du Sud. C'est un phénomène appelé « règle de Bergman ». Le Troodon d'Alaska mesurait environ 6 à 8 pieds de haut. Ses dents étaient uniques. Non seulement elles étaient dentelées, elles avaient de grands denticules crochus, similaires à ceux d'un requin, mais largement espacés. Cela suggère un régime qui incluait de la viande, des os et peut-être une végétation dure. C'était un omnivore opportuniste. Imaginez être un petit herbivore dans l'hiver arctique. Vous avez froid, vous ne voyez rien. Soudain, vous entendez un craquement. Vous ne voyez pas le prédateur jusqu'à ce que ses yeux brillants soient juste devant vous. Et il n'est pas seul. Les nids de Troodon trouvés dans le Montana suggèrent qu'ils s'occupaient de leurs petits. Ils pondent des œufs par paire et les couvaient probablement comme des oiseaux. Cet investissement parental signifie que la population était soudée. Si vous vous en preniez à un jeune Troodon, vous affrontiez les parents.
Le trope du dinosaure intelligent est souvent exagéré dans la science-fiction, mais le Troodon est ce qui se rapproche le plus d'un vélociraptor qui peut ouvrir des portes. C'était une machine biologique construite pour l'obscurité. Nous devons enfreindre les règles pendant une seconde. Le titre dit « dinosaure », mais vous ne pouvez pas parler de l'horreur préhistorique sans mentionner la chose qui mangeait les dinosaures. Nous sommes de retour à l'âge campagnen au Texas, Montana et Caroline du Nord. Les voies navigables étaient gouvernées par Deinosuchus riograndensis. Deinosuchus signifie « crocodile terrible », et « terrible » est un euphémisme. Ce n'était pas juste un grand crocodile, c'était un léviathan. Il grandissait jusqu'à 35 pieds de long et pesait approximativement 5 à 8 tonnes. Pour visualiser cela, il était plus long qu'un bus scolaire et assez lourd pour écraser un camion. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'il ne mangeait que des poissons. Mais ensuite, les paléontologues ont commencé à trouver quelque chose de perturbant. Dans la formation Aguja du Texas, ils ont trouvé des vertèbres de la queue de dinosaures à bec de canard et même des tyrannosaures de taille moyenne avec des marques de morsure. Mais pas n'importe quelle marque de morsure. C'étaient des perforations circulaires dans l'os. Elles correspondaient aux dents du Deinosuchus. Et écoutez ceci. L'os montrait des signes de guérison. Cela signifie que le dinosaure a été attaqué, mordu par un crocodile de 35 pieds et d'une manière ou d'une autre s'est échappé. Il a vécu pour le raconter. La force de morsure d'un Deinosuchus est estimée à environ 23 000 à 100 000 newtons. C'est plus fort qu'un T-Rex. Il avait des dents de la taille de banane, mais elles étaient robustes et conçues pour l'alimentation par torsion, la torsion de la mort. Alors, voici le scénario. Un Apalachiosaurus assoiffé va au bord de la rivière pour boire. Il pense qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. L'eau explose. Le Deinosuchus lance son corps de 8 tonnes hors de la boue. Il attrape le tyrannosaure par le cou. La force de morsure écrase la trachée, puis le crocodile tourne. Le dinosaure est entraîné dans les profondeurs. Ce reptile démontre que les dinosaures n'ont pas toujours été les prédateurs apex. Dans l'eau, ils étaient des proies. Des études récentes sur la phylogénie du Deinosuchus suggèrent qu'il avait 2 grands trous à l'extrémité de son museau, sans rapport avec la respiration. Leur fonction est inconnue, mais cela ajoute à l'apparence monstrueuse. Il vivait des 2 côtés de la mer intérieure occidentale. C'était un monstre bicostal. Alors, quand vous imaginez les États-Unis préhistoriques, n'imaginez pas seulement le T-Rex marchant dans la forêt. Imaginez le T-Rex ayant peur de s'approcher de l'eau. Si le Deinosuchus gouvernait les rivières, le Tylosaurus gouvernait l'océan. Et oui, le Kansas était autrefois un océan. Entre 100 et 66 millions d'années auparavant, une masse d'eau massive appelée la mer intérieure occidentale couvrait le milieu de l'Amérique du Nord. Elle connectait l'océan Arctique au golfe du Mexique. Elle était peu profonde, chaude et absolument infestée de monstres. Le roi de cette mer était le Tylosaurus prorigé. C'est un mosasaure, un lézard marin géant étroitement lié aux varans modernes et aux serpents. Il atteignait des longueurs de 45 à 50 pieds. Mais contrairement au plésiosaure qui avait un long cou et une petite tête, le Tylosaurus était construit pour la violence. Il avait un crâne massif et lourd et un corps aérodynamique. Son arme de choix était le bélier. Le museau du Tylosaurus s'étendait bien au-delà de ses dents. C'était un bélier osseux. Les preuves suggèrent qu'il percutait sa proie à grande vitesse pour l'étourdir ou briser des organes internes avant de mordre. Et la morsure. Le Tylosaurus avait 2 rangées de dents dans sa mâchoire supérieure. La deuxième rangée, appelée dent ptérygoïdienne, était sur le palais de la bouche. Ses dents étaient crochues vers l'arrière. Une fois qu'un Tylosaurus attrapait quelque chose, il n'y avait pas de retour en arrière. La proie ne pouvait que se déplacer vers la gorge. Nous savons exactement ce qu'il mangeait car nous trouvons des contenus stomacaux. À l'intérieur d'un fossile de Tylosaurus trouvé dans le Dakota du Sud, nous avons trouvé un requin, un mosasaure plus petit, un oiseau plongeur et un plésiosaure. Fondamentalement, il mangeait de tout. Mais la découverte la plus effrayante est arrivée en 2018. Les paléontologues ont analysé les côtes d'un Tylosaurus et ont trouvé des signes de la maladie du plongeur. Cela signifie que ces animaux plongeaient profondément, restaient en bas pendant de longues périodes et remontaient trop vite. Ils poussaient leurs limites biologiques à l'extrême pour chasser. La mer intérieure occidentale était dangereuse pour une autre raison. Il n'y avait nulle part où se cacher. C'était une colonne d'eau ouverte, sans récif, sans grotte, seulement de l'eau bleue et des dents.
Si vous étiez un dinosaure comme un nodosaure et que vous étiez entraîné en mer pendant une inondation, vous étiez impuissant contre le Tylosaurus. Cette créature représente la domination totale des reptiles. Non seulement ils ont conquis la Terre, ils sont retournés à la mer et l'ont conquise aussi. La roche inébranlable de Hell Creek. Si vous voulez survivre dans la formation Hell Creek il y a 66 millions d'années, vous avez deux options. Être le T-Rex ou être ce que le T-Rex a peur de mordre. Entrez Ankylosaurus maniventris. Découvert en 1906 par le légendaire Barnum Brown, cet animal est la définition de létalité pure. Il mesurait approximativement 26 à 30 pieds de long et pesait jusqu'à 8 tonnes. C'était un char d'assaut biologique large et bas. Mais parlons de l'armure. L'Ankylosaurus n'avait pas seulement une peau épaisse, il était couvert d'ostéoderme. Ce sont des os qui poussent dans la peau. Ce sont les mêmes structures que vous voyez chez les crocodiles modernes, mais sous stéroïdes. Ces plaques allaient de petits rivets à des pointes massives. Elles étaient disposées en une mosaïque complexe qui couvrait le cou, le dos, les hanches et la queue. Même les paupières étaient blindées. Si un Ankylosaurus fermait les yeux, un volet d'os glissait vers le bas. Il n'y avait pas de point faible. Mais la défense ne gagne pas les guerres. Vous avez besoin d'une arme. La massue de queue de l'Ankylosaurus est l'une des armes biologiques les plus dangereuses jamais évoluées. L'extrémité de la queue était fusionnée en une masse solide d'os. Elle pesait plus de 100 livres. Les études biomécaniques réalisées en 2009 par la paléontologue Victoria Harbour ont analysé la force d'impact. La queue était rigidifiée par des tendons ossifiés qui permettaient à l'animal de la balancer avec une vitesse terrifiante. Les résultats ? La queue pouvait se balancer à environ 100 pieds par seconde. La force d'impact était suffisante pour générer plus de 10 000 newtons. Pour mettre cela en perspective, si un Ankylosaurus balançait sa queue et frappait la cheville d'un T-Rex, il ne la meurtrissait pas seulement. Il brisait le tibia. Une jambe cassée pour un prédateur de 9 tonnes est une condamnation à mort. Cela signifie la famine. Alors, voici l'affaire. Il est probable que les prédateurs évitaient les ankylosaures adultes en bonne santé. Cela ne valait pas le risque. Mais des découvertes récentes l'ont rendu encore plus cool. En 2017, une nouvelle espèce d'ankylosaure appelée Zuul crurivastator a été décrite. Le nom signifie littéralement Zuul, destructeur de tibias. Le fossile de Zuul était si bien conservé qu'il avait encore les gaines de kératine sur les pointes et la massue de queue. Cela a démontré que la queue n'était pas juste une boule ronde, elle avait des pointes. C'était une étoile du matin. Et écoutez ceci. Le fossile de Zuul a montré des preuves de dommages sur ses pointes latérales. Mais les dommages avaient guéri. L'emplacement suggère qu'il a été frappé par la massue de queue d'un autre Zuul. Cela implique qu'il ne se battait pas seulement contre les prédateurs. Ils se battaient entre eux. Ces chars d'assaut ambulants se frappèrent les flancs les uns des autres avec des masses pendant les saisons des amours. L'Ankylosaurus avait un intestin massif. C'était un réservoir de fermentation. Il mangeait des fougères basses et de la végétation dure. Il traitait de grandes quantités de fibres pour alimenter son corps massif. Mais malgré être un herbivore, il figure sur la liste effrayant pour sa pure indestructibilité. Il représente le pic de l'évolution défensive. La nature a construit un mur, lui a donné une masse et l'a lâché dans le Montana. Dans les mêmes forêts où l'Ankylosaurus brisait les chevilles, un autre phénomène de la nature brisait les crânes. Pachycephalosaurus wyomingensis. Le nom signifie « lézard à tête épaisse ». Et ils ne plaisantèrent pas, le dôme sur le dessus du crâne de ce dinosaure était fait d'os solides. Il avait jusqu'à 10 pouces d'épaisseur. Pendant des décennies, la théorie était simple. C'étaient les moutons à grandes cornes du Crétacé. Les mâles s'alignaient, chargeaient l'un contre l'autre et se frappèrent la tête pour gagner des femelles. Mais la physique est compliquée. Certains scientifiques ont soutenu qu'une collision frontale directe briserait leur cou. Les vertèbres du cou ne semblèrent pas assez fortes pour absorber l'impact de deux animaux de 1000 livres entrant en collision à pleine vitesse. Ils ont suggéré des coups de flanc, se frappant mutuellement sur le côté. Mais en 2013, une étude a analysé les pathologies dans les crânes de Pachycephalosaurus. Ils ont trouvé des fractures guéries. Où étaient les fractures? Juste au sommet du dôme. Cela confirme qu'ils se frappaient effectivement la tête. L'évolution avait conçu un crâne qui pouvait supporter des forces d'impact qui transformeraient un cerveau humain en gelée.
Mais le vrai facteur surprise est venu d'une théorie du complot qui s'est avérée vraie. Pendant des années, nous avons eu 3 dinosaures différents dans la formation Hell Creek, Dracorex hogwartsia, Stygimoloch spinifer et Pachycephalosaurus. En 2009, les paléontologues Jack Horner et Mark Goodwin ont proposé une idée radicale. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les dinosaures changeaient de forme en grandissant. Ils ont coupé les crânes de Dracorex et Stygimoloch. Ils ont regardé l'histologie osseuse. L'os de Dracorex était spongieux et à croissance rapide. C'était un juvénile. Le Stygimoloch était un adolescent. Le Pachycephalosaurus était l'adulte. Tous étaient le même animal. Alors que l'animal grandissait, la tête plate gonflait en un dôme et les pointes à l'arrière de la tête étaient absorbées. Cette transformation est effrayante. Cela signifie que l'animal se transformait d'un dragon épineux en un bélier en atteignant la maturité. Le Pachycephalosaurus était le plus grand de son type, atteignant environ 15 pieds de long. Il était bipède et probablement omnivore. Ses dents étaient petites et crénelées, capables de broyer des plantes, mais les dents avant étaient coniques, comme celles d'un carnivore. Il est possible qu'il mangeait des insectes, des lézards ou même de petits mammifères pour compléter son régime. Imaginez un animal de 1000 livres qui résout chaque problème en le chargeant avec un casque d'os. C'est le Pachycephalosaurus. Nous devons parler de la découverte la plus étrange de l'histoire de la paléontologie. En 1965, des paléontologues polonais dans le désert de Gobi ont trouvé 2 bras, des bras massifs, de 8 pieds de long. Ils avaient 3 doigts, chacun avec une griffe géante et courbe. Ils l'ont nommé Deinocheirus mirificus, ce qui signifie « main terrible ». Mais c'était tout, pas de tête, pas de corps, juste les bras. Pendant 50 ans, ce fut le plus grand mystère du domaine. Était-ce un superprédateur? Était-ce un monstre qui mangeait les T-Rex? Les artistes le dessinaient comme un monstre musclé et effrayant. Puis, le marché noir s'en est mêlé. Au début des années 2000, des braconniers ont déterré 2 nouveaux squelettes de Deinocheirus en Mongolie. Ils ont volé les crânes et les pieds et les ont vendus à des collectionneurs privés. Les corps ont été laissés pourrir. Finalement, les parties volées sont apparues en Europe. En 2014, elles ont été rapatriées en Mongolie et réunies avec les corps. Enfin, nous avons vu la bête complète, et personne ne s'attendait à ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas un superprédateur, c'était un canard géant et bossu. Le Deinocheirus était un ornithomimosaure, mais il avait grandi à des proportions absurdes. Il mesurait 36 pieds de long et pesait 6 tonnes. Il avait une bosse massive sur le dos, peut-être un stockage de graisse ou une voile d'exhibition. Sa tête était longue et avait un bec plat comme un canard, pas de dents. Alors à quoi servaient les mains terribles? Les contenus stomacaux nous ont donné la réponse. À l'intérieur de l'intestin, ils ont trouvé des écailles de poisson et des gastrolites. Le Deinocheirus était un omnivore. Il pataugeait dans des eaux peu profondes, utilisait ses énormes griffes pour déterrer des plantes aquatiques ou accrocher des poissons et les aspirait avec son bec de canard. Mais ne laissez pas l'étiquette canard vous tromper. Cet animal était dangereux. Il vivait aux côtés du Tarbosaurus. Un canard de 6 tonnes ne survit pas sur le territoire du T-Rex en étant gentil. Ses bras de 8 pieds étaient des armes puissantes. Si un Tarbosaurus s'approchait trop, le Deinocheirus pouvait donner une gifle qui rivaliserait avec un ours brun. Les griffes étaient émoussées mais lourdes. Un coup causerait un traumatisme contondant massif. Le Deinocheirus est sur cette liste car il représente la pure imprévisibilité de l'évolution. Il a pris le plan corporel d'un coureur rapide, l'a ralenti, l'a rendu massif et lui a donné les bras d'un monstre. C'est un rappel que la nature n'est pas seulement cruelle, elle est créative. Nous avons catalogué les monstres, les mordeurs, les trancheurs, les chars d'assaut et les phénomènes. Mais il y a 66 40 000 ans, un jour de printemps, est arrivé le prédateur apex ultime. Ce n'était pas un dinosaure, c'était une roche, un astéroïde chondritique carboné d'environ 6 à 9 miles de large. C'est la taille du mont Everest ou de l'île de Manhattan. Il voyageait à 40 000 miles par heure. Il a frappé la Terre dans la péninsule du Yucatan dans le Mexique moderne. Cet événement est la définition d'effrayant. C'est le pire jour de l'histoire de la vie multicellulaire. Décomposons-le seconde par seconde. À la seconde précise de l'impact, l'astéroïde a frappé l'océan. Mais à cause de sa vitesse, il n'a pas seulement éclaboussé. Il a percé un trou à travers l'eau et la croûte terrestre, plongeant 20 miles de profondeur en une fraction de seconde.
L'énergie libérée était équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT. C'est des milliards de fois plus fort que la bombe larguée sur Hiroshima. L'astéroïde s'est vaporisé instantanément. La roche-mère s'est vaporisée. Une onde de choc de plasma, plus chaude que la surface du Soleil, s'est étendue vers l'extérieur. Tout dans un rayon de 600 miles a été instantanément incinéré. Les dinosaures au Mexique ne savaient même pas qu'ils mouraient. Ils sont devenus cendres avant que la lumière de l'explosion n'atteigne leur cerveau. Seulement 10 minutes après, la Terre a commencé à agir comme un liquide. L'impact était si violent que le sol solide s'est comporté comme de l'eau. La croûte a ondulé. Une chaîne de montagnes plus haute que l'Himalaya s'est élevée au centre du cratère, puis s'est effondrée en minutes. Cet effondrement a déclenché un méga-tsunami. La vague initiale était peut-être d'1 mile de haut. Elle a traversé le golfe du Mexique, oblitérant les côtes de ce qui est maintenant le Texas et la Floride. Elle a poussé l'eau à l'intérieur des terres sur des centaines de miles, noyant des écosystèmes entiers instantanément. Dans la première heure, une pluie mortelle de verre a commencé à tomber. C'est ici que l'horreur devient spécifique. Quand l'astéroïde a frappé, il a éjecté des milliards de tonnes de roches fondues dans l'espace. Ces débris ont échappé à l'atmosphère, se sont refroidis dans le vide de l'espace et sont devenus de petites perles de verre appelées tectites ou sphérules. Puis, la gravité a pris le contrôle. Les perles de verre sont retombées sur Terre. En rentrant dans l'atmosphère, la friction les a chauffées. Imaginez le ciel rempli de billions d'étoiles filantes. L'atmosphère s'est surchauffée. La température de l'air au niveau du sol a augmenté à des centaines de degrés Fahrenheit dans le monde entier. C'était essentiellement un four. La peau fine comme du papier des ptérosaures a pris feu. Les plumes des raptors se sont enflammées. La plupart des dinosaures qui étaient à l'extérieur sont morts à cette phase. Ils ont été rôtis vivants par la chaleur rayonnant du ciel. Pendant des décennies, ce scénario de heure zéro n'était qu'une théorie basée sur des modèles informatiques. Mais en 2019, tout a changé. Un paléontologue nommé Robert De Palma a publié un article sur un site appelé Tanis dans la formation Hell Creek du Dakota du Nord. Ce site est le saint graal de la science de l'extinction. Voici ce qu'ils ont trouvé. Un mélange de poissons d'eau douce mélangé à des ammonites marines d'eau salée, des troncs d'arbres et des os de tricératops. Mais le détail est dans les branchies. À l'intérieur des branchies des poissons fossilisés, ils ont trouvé des microtectites, les petites perles de verre de l'astéroïde. Cela signifie que ces poissons étaient vivants quand la pluie de verre a commencé. Ils ont respiré les débris de l'impact qui s'est produit à 2000 miles de distance au Mexique. Mais voici le problème. Comment des créatures marines et des poissons d'eau douce se sont-ils mélangés dans un tas de boue dans le Dakota du Nord? L'impact a causé un tremblement de terre massif, de magnitude 10 ou 11. Cela a déclenché une seiche dans les rivières intérieures. Une énorme vague d'eau a remonté la rivière, enterrant tout sur son passage en secondes. À Tanis, nous avons trouvé une tortue empalée sur un pieu de bois. Nous avons trouvé une jambe de Tesselosaurus qui semble avoir été arrachée par la violence de la vague. Fondamentalement, nous avons un instantané du jour exact où les dinosaures sont morts. Cela valide la violence. Cela prouve que la catastrophe était globale, instantanée et inévitable. Pourquoi les crocodiles ont survécu? La chaleur a éliminé beaucoup. Le tsunami a éliminé plus. Mais le vrai monstre, celui qui a éliminé 75% de toute vie, fut le silence qui a suivi. L'astéroïde a frappé un dépôt de gypse. Ce soufre vaporisé s'est combiné avec la suie des incendies de forêts globaux. Un nuage d'aérosols d'acide sulfurique a enveloppé la planète. Il a bloqué le soleil. Pendant des mois, peut-être des années, la Terre a été plongée dans l'obscurité. La photosynthèse s'est complètement arrêtée. La chaîne alimentaire s'est effondrée depuis la base. Les plantes sont mortes. Les herbivores sont morts de faim. Leur corps massif nécessitait des centaines de livres de nourriture par jour. Il n'y avait rien à manger. Les carnivores ont festoyé sur les cadavres pendant un temps, mais finalement, la viande s'est épuisée. Ils sont morts de faim. La température a chuté. Le monde tropical du Crétacé est devenu une étendue glaciale. C'est la raison pour laquelle les dinosaures sont morts, mais les crocodiles ont survécu. Le Deinosuchus et les crocodiles plus petits étaient aquatiques. Ils pouvaient survivre avec des détritus dans l'eau. Ils avaient des métabolismes lents, ils pouvaient passer des mois sans manger. Les petits mammifères ont survécu car ils étaient fouisseurs. Ils pouvaient se cacher de la chaleur et du froid. Ils mangeaient des insectes et des racines. Mais les dinosaures non aviens?
Ils étaient trop grands, trop spécialisés. Ils étaient les maîtres d'un monde qui n'existait plus. L'extinction n'était pas un combat, c'était une éviction. La plupart des gens regardent un pigeon et voient une peste. Un paléontologue regarde un pigeon et voit un dinosaure volant rétréci. Taxonomiquement, les oiseaux sont des dinosaures. Ils sont la seule lignée de théropodes qui a survécu à l'événement d'extinction KPG. Mais pendant des millions d'années après l'astéroïde, ils ne pépiaient pas seulement dans les arbres. Ils ont essayé de réclamer le trône. Bienvenue au règne des Forus racidés, mieux connus sous le nom d'oiseaux de terreur. Ce furent les successeurs spirituels directs du Tyrannosaurus rex et de l'Utahaptor. Ils ont évolué en Amérique du Sud, qui était un continent île isolé pendant la majeure partie de l'ère cénozoïque. Sans grands carnivores mammifères pour les arrêter, les oiseaux sont devenus grands, effroyablement grands. L'exemple le plus effrayant est Titanis walleri. Cet oiseau mesurait plus de 8 pieds de haut et pesait environ 330 livres. Il ne volait pas. Ses ailes étaient minuscules, peut-être utilisées pour l'exhibition ou l'équilibre, mais ses pattes étaient massives. Il pouvait courir à des vitesses estimées à 40 miles par heure. Et l'arme? Le bec. Le crâne d'un oiseau de terreur était énorme, crochu et extrêmement rigide. Contrairement aux rapaces modernes qui utilisent leurs griffes pour chasser, le Titanis utilisait sa tête comme une hache. Les simulations biomécaniques suggèrent qu'il chassait en courant à côté de petits chevaux ou de mammifères primitifs et en enfonçant son bec vers le bas dans la moelle épinière. C'était un coup de précision conçu pour couper la connexion entre le cerveau et le corps instantanément. Les muscles du cou étaient incroyablement épais, lui permettant de reculer avec une force énorme, arrachant la chair de l'os. Mais voici le facteur surprise. Il y a environ 3 millions d'années, l'Amérique du Nord et du Sud se sont connectés via l'isthme de Panama. Ce fut le grand échange biotique américain. Les chats, les ours et les loups se sont déplacés vers le sud. Les oiseaux de terreur se sont déplacés vers le nord. Titanis walleri est la seule espèce d'oiseau de terreur connue à avoir envahi les États-Unis. Des fossiles ont été trouvés au Texas et en Floride. Imaginez la scène. Les ancêtres précoces du loup et du chat à dents de sabre face à face avec un oiseau prédateur de 8 pieds de haut. C'était un choc d'air, la lignée des dinosaures contre la lignée des mammifères. Finalement, les mammifères ont gagné. Les oiseaux de terreur se sont éteints il y a environ 1,8 million d'années, probablement surpassés par des prédateurs modernes ou incapables de s'adapter aux changements climatiques. Mais pendant 60 millions d'années, les dinosaures ont gardé la couronne. Ils ont démontré que le plan corporel d'un chasseur bipède au bec tranchant est l'un des designs les plus efficaces de la nature. Les dinosaures ont établi une norme élevée pour l'horreur, mais quand ils sont partis, les mammifères ont relevé le défi. Et ils ont créé quelque chose qui rivalise avec n'importe quel reptile en termes de pure laideur et brutalité. Rencontrez les entélodontes, les cochons de l'enfer, spécifiquement le genre Daeodon. Le nom vient du grec, signifiant dent hostile. Le Daeodon a vécu en Amérique du Nord il y a environ 20 millions d'années. Ce n'était pas un vrai cochon, mais il ressemblait à un phacochère du cercle le plus profond des enfers. Il mesurait 6 pieds de haut au garrot. Il avait un crâne de 3 pieds de long. La tête était couverte de verrues osseuses et de crêtes. Celles-ci étaient probablement utilisées pour la protection pendant les combats de dominance où 2 Daeodons se frappèrent la tête et se mordaient le visage. Nous avons trouvé des crânes fossiles avec des marques de perforation qui correspondent aux dents de leur propre espèce. Mais les dents sont la partie effrayante. Le Daeodon avait un jeu complet d'incisives, de canines géantes et de molaires broyeuses d'os. C'était un omnivore dans le sens le plus violent. Il mangeait des racines, mangeait de la viande et volait probablement les repas d'autres prédateurs. C'était le tyran du Cénozoïque. Si une meute de chiens primitifs abattait un chameau, le Daeodon chargeait. Avec un poids de 4000 livres, rien ne pouvait l'arrêter. Il brisait les os de la carcasse pour atteindre la moelle. Il représente le fait que les monstres ne sont pas spécifiques au Mésozoïque. Donnez à l'évolution assez de temps, et elle créera toujours un charognard géant broyeur d'os. Le Daeodon a occupé la même niche écologique que le T-Rex, seulement avec de la peau au lieu d'écailles. Le mensonge de Jurassic Park, pourquoi les mathématiques détestent les dinosaures. Maintenant, abordons l'éléphant, ou plutôt le mammouth, dans la pièce. Nous avons passé des milliers de mots à parler de combien ces animaux étaient effrayants. Pourtant, les humains ont cette curiosité suicidaire. Nous voulons les voir.
Nous voulons les toucher. Les films nous ont dit que c'était facile. Trouver un moustique piégé dans de l'ambre, extraire le sang, combler les vides avec de l'ADN de grenouille, et boum, vous avez un parc à thème. C'est une belle histoire, mais la réalité scientifique est un mur froid et dur. Voici le problème. L'ADN est une molécule, et comme toutes les molécules, elle se décompose. Elle a une date d'expiration. En 2012, une équipe de généticiens en Nouvelle-Zélande a analysé des os de l'oiseau moa éteint et a calculé la demi-vie de l'ADN. Le nombre qu'ils ont obtenu est 521 ans. Cela signifie que tous les 521 ans, la moitié des liaisons chimiques dans la chaîne d'ADN se brisent. Faites les mathématiques. Après 1000 ans, il vous reste 25%. Après quelques milliers d'années, le code est un gâchis incompréhensible. La limite théorique absolue pour l'ADN lisible est d'environ 1,5 million d'années, et c'est si l'os a été gelé dans le pergélisol tout le temps. Le dernier dinosaure non-avien est mort il y a 66 millions d'années. Nous parlons d'un intervalle de temps 44 fois plus long que la durée de vie de la molécule d'ADN elle-même. Essayer de cloner un T-Rex à partir de l'ambre, c'est comme essayer de lire un livre qui a été brûlé en cendres, puis dissous dans l'eau, puis dispersé dans un ouragan. Ce n'est pas seulement difficile, physiquement l'information a disparu, mais juste au moment où les scientifiques ont fermé le livre sur la biologie des dinosaures, quelque chose d'impossible s'est produit. En 2005, une paléontologue nommée Mary Schweitzer travaillait avec un fémur de Tyrannosaurus rex connu sous le nom de Mort 1125, trouvé dans la formation Hell Creek dans le Montana. L'os était si lourd qu'ils ont dû le casser pour qu'il rentre dans l'hélicoptère de transport. Quand Schweitzer a ramené les fragments au laboratoire, elle a fait quelque chose d'inorthodoxe. Elle a dissous les minéraux durs de l'os dans de l'acide. Selon toutes les lois de la biologie, il n'aurait dû rester que de la poussière. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand les minéraux se sont dissous, il lui restait des tissus mous et flexibles. C'était élastique. Sous le microscope, elle a vu des vaisseaux sanguins transparents et ramifiés, et à l'intérieur de ces vaisseaux, il y avait de petites structures rondes et rouges qui ressemblaient exactement, et je veux dire exactement, à des globules rouges. La communauté scientifique est entrée en guerre. Les gens ont dit que c'était impossible. Ils ont affirmé que c'était une biofilm, essentiellement de la boue bactérienne qui avait pris la forme des vaisseaux. Mais Schweitzer a continué à tester. Dans des études ultérieures, elle a identifié des traces de collagène, d'actine et de tubuline, des protéines spécifiques qui construisent les corps des vertébrés. La théorie maintenant est que le fer dans le sang du dinosaure a agi comme un conservateur de formaldéhyde, réticulant les protéines et les gelant dans le temps. Cela change tout. Bien que nous n'ayons pas la séquence complète d'ADN pour construire un clone, nous avons de vraies protéines de dinosaures. Nous avons les blocs de construction. Nous touchons la réalité biologique d'un monstre mort des éons avant que le premier humain n'ouvre les yeux. Alors, si nous ne pouvons pas les cloner, sommes-nous sans chance? Pas exactement. Entrez Jack Horner. C'est le légendaire paléontologue qui a conseillé sur les films de Jurassic Park et l'homme qui a démontré que les dinosaures s'occupaient de leurs petits. Il a réalisé que nous n'avons pas besoin d'ADN ancien car nous avons une sauvegarde vivant dans nos arrière-cours. Fondamentalement, les oiseaux ne sont pas seulement liés aux dinosaures, ce sont des dinosaures, des théropodes pour être exact. Un poulet est techniquement un raptor très modifié et à plumes, ce qui signifie que l'ADN d'un T-Rex se cache juste dans le code génétique d'un cube de KFC. Voici la partie folle. L'évolution n'élimine généralement pas les gènes, elle les éteint juste comme un interrupteur génétique, laissant des traits anciens latents appelés atavismes attendant d'être réveillés. Nous savons avec certitude que les poulets ont encore le code pour les dents, car un poulet mutant appelé Talpide 2 développe en fait des dents de type reptilien en forme de cône dans l'œuf avant de les réabsorber. Cela va plus loin car ils portent aussi le plan pour les longues queues. Les oiseaux modernes ont un os de queue fusionné, appelé pygostyle, mais le gène pour la queue longue et osseuse d'un dromaeosaure est toujours là, juste silencieux. Et si vous regardez leurs ailes, les oiseaux ont 3 doigts fusionnés, mais le plan pour la griffe préhensile d'un Deinonychus est toujours enfermé dans cette fusion. Le projet de Horner, surnommé le poultosaure, essaie de réactiver manuellement ses interrupteurs en position ON pendant le développement de l'embryon. Et ce n'est pas de la science-fiction, cela se produit déjà. En 2015, une équipe dirigée par Bart Anjan Bolar à Yale a réussi à bloquer les protéines qui forment le bec. Le résultat?
Les embryons de poulet ont développé un museau. Pas un bec, un museau de dinosaure avec un palais arrondi, similaire à un Archaeopteryx ou un Vélociraptor. Une autre étude en 2016 de João Botelho a réussi à arrêter la congélation de l'os péroné dans la jambe. Les oiseaux modernes ont un os de jambe court et éclaté. Les dinosaures avaient un os long et tubulaire qui atteignait la cheville. En modifiant un gène, ils ont élevé des poulets avec des pattes de dinosaures. L'objectif n'est pas de créer un T-Rex. L'objectif est de bio-ingénieriser un poulet dinosaure. Un animal de la taille d'une dinde, avec une queue osseuse longue pour l'équilibre, des mains avec des griffes au lieu d'ailes, un museau avec des dents et des écailles. S'ils réussissent, et Horner croit que c'est un quand, pas un si, nous aurons un dinosaure vivant et respirant. Ce ne sera pas un clone, ce sera un redémarrage. Cela nous amène à la question ultime, celle qui appartient à un scénario de film d'horreur. Juste parce que nous pouvons, devrions-nous ? Nous avons passé tout ce documentaire à détailler comment les États-Unis préhistoriques étaient un abattoir. Ces animaux n'étaient pas comme des lions ou des ours, c'étaient des machines biologiques réglées pour l'hyperviolence. L'Utahraptor ne mordait pas seulement, il éviscérait. Le Deinosuchus n'attaquait pas seulement, il effectuait la torsion de la mort pour arracher les membres de leurs articulations. Si un poultosaure s'échappe, ce n'est pas une blague écologique. C'est une espèce envahissante avec le matériel d'un monstre du Crétacé. Imaginez une meute d'animaux de la taille d'une dinde, avec les instincts de chasse en meute d'un raptor et le taux de reproduction d'un poulet. Ils décimeraient la faune locale. Les chats, les chiens et les petits-enfants seraient au menu. Nous avons tendance à romantiser la nature. Nous regardons les squelettes de dinosaures dans les musées et pensons qu'ils sont majestueux. Nous oublions que si vous étiez debout dans la formation Morrison il y a 150 millions d'années, vous ne ressentiriez pas d'émerveillement. Vous ressentiriez la terreur la plus primitive de votre vie. Ramener ces codes génétiques dans un monde de villes de verre, 8 milliards d'humains et des écosystèmes fragiles pourrait être l'erreur la plus arrogante que notre espèce ait jamais commise. Nous invitons le cauchemar de retour à la maison. Cela va aux monstres intelligents. Le fossile du Bloxtribi prouve qu'ils sont morts ensemble, ce qui implique fortement qu'ils chassaient ensemble. Un seul Utahraptor est effrayant. Une équipe coordonnée d'entre eux est une condamnation à mort. Leur seule faiblesse était une limite de taille. Aussi mortel qu'ils soient, un théropode de plusieurs tonnes pouvait simplement les écraser avec sa masse. Pourquoi ce géant sud-américain est-il sur la liste ? À cause du facteur gang. Nous avons des preuves de 7 individus d'âge différents vivant ensemble. Cela change les mathématiques de la survie. Une meute de prédateurs de 40 pieds chassant l'animal le plus grand qui ait jamais marché sur la Terre est un niveau de violence que nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas une chasse, c'est une guerre. La coordination requise pour abattre un titan de 80 tonnes les place haut dans la liste. Le roi. Bien que nous ayons essayé de nous concentrer sur des monstres moins connus, le T-Rex est le point de référence pour une raison. Il n'était pas le plus grand, et peut-être pas le plus rapide, mais il était le monstre le plus suringénié de l'histoire. La force de morsure a été calculée à 12 800 livres. Pour mettre cela en perspective, c'est assez de pression pour écraser un moteur de voiture. Le T-Rex n'avait pas de dents conçues pour trancher la chair comme un requin. Il avait des dents comme des pics de chemin de fer conçues pour exploser les os. Quand un T-Rex vous mordait, vous ne saigniez pas à mort. Votre intégrité structurelle échouait. Il pulvérisait le squelette. Il avait une vision binoculaire comme un aigle et un sens de l'odorat meilleur que celui d'un chien de chasse. C'était l'arme biologique parfaite. Le prédateur apex ultime n'était pas un animal. C'était une roche. Pourquoi c'est le numéro 1 ? Parce que la biologie a des limites. Le T-Rex devait dormir. Le Mapusaurus pouvait mourir de maladie. L'astéroïde s'en fichait. Il se fichait de la taille de vos dents. Il se fichait de l'épaisseur de votre armure. Quand cette roche de 6 miles de large a frappé la péninsule du Yucatan, elle a libéré l'énergie de 100 millions de bombes nucléaires. En secondes, elle a vaporisé la croûte. Elle a envoyé un mur de feu à travers le continent. Puis est venue l'obscurité. Elle a bloqué le soleil pendant des années. Les plantes sont mortes. Les herbivores sont morts de faim. Les carnivores ont mangé les herbivores, puis sont morts de faim. Les dinosaures ont régné pendant 160 millions d'années, un règne si long que le temps entre le Stégosaurus et le T-Rex est plus long que le temps entre le T-Rex et nous. Ils étaient les maîtres de la planète, et l'astéroïde les a effacés en un seul après-midi.
C'est le rappel ultime que la vie est fragile et que la domination est temporaire. Les États-Unis préhistoriques, et en effet, le monde entier, étaient un cauchemar. Ce n'était pas une caricature de la Terre avant le temps. De la boue trempée de sang du Jurassique où rôdait la Losaurus, aux marais troubles du Crétacé où le Deinosuchus attendait un faux pas, cette planète a activement essayé d'éliminer ses habitants pendant des éons. Nous, les mammifères, sommes les survivants accidentels. Nous sommes les descendants des choses semblables à des rats qui couraient dans l'obscurité, terrifiés, se cachant dans des terriers, tandis que les géants secouaient la terre au-dessus. Nous avons survécu parce que nous étions petits, nous avions peur, et nous avons eu de la chance. Alors, la prochaine fois que vous conduirez à travers les roches rouges de l'Utah, ou que vous regarderez les Badlands du Montana, ou que vous traverserez les plaines du Texas, souvenez-vous de ceci. Vous conduisez sur un cimetière de monstres. Sous vos pneus se trouvent les os de créatures qui vous verraient comme rien de plus qu'une collation calorique. Le cauchemar est terminé pour l'instant, enterré sous des couches de roches et de temps. Mais si Jack Horner et son équipe réussissent, ou si les généticiens ont raison sur la résilience de la matière biologique, nous pourrions découvrir que le cauchemar n'est pas de l'histoire. Il attend.